Bonjour et bienvenue à la Une. Lundi, un sondage de Raymond Chabot Grant Thornton nous mettait face à la réalité suivante. Près de 1 Québécois sur 2 vit actuellement une situation financière difficile. La plupart n'osent pas en parler avec leurs proches ou leur entourage. Aussi, 2 Québécois sur 3 ne respectent pas leur budget en raison de dépenses imprévues. Quant à l'endettement, plus de la moitié des Québécois disent que leurs dettes ont augmenté depuis 3 ans. Enfin, 44 des gens ne pourraient pas vivre plus d'un mois sans revenus. Aujourd'hui, nous vous amenons un élément de réponse possible à cet équilibre précaire des finances personnelles des Québécois. Leurs revenus disponibles, soit la part d'argent qu'ils peuvent consacrer à la consommation ou à l'épargne, qui est relativement faible, et la cause leur fardeau fiscal en taxes et impôts. Pour discuter de la problématique et des solutions possibles, mes 2 invités, Yuri Chassin, qui est économiste et directeur de la recherche à l'Institut économique de Montréal, auteur de l'étude dont nous allons discuter aujourd'hui, Le point sur le fardeau fiscal et le revenu disponible des Québécois, et aussi Francis Fortier, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Bon, tout d'abord, vous avez vu ma superbe liste de constats déprimants du début d'émission. Donc, on en a discuté lors d'une émission hier avec les auteurs de l'étude de chez Raymond Chabot Grant Thornton. J'aimerais recueillir vos impressions sur ces constats-là, ce que les Québécois disent de leurs finances personnelles. Évidemment, en fait, c'est difficile, on le constate, et les gens le vivent dans leur vie, donc on a l'impression d'avoir toujours un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de vivre un risque, une insécurité financière. Il y a dans le fond 2 grands types de facteurs, et c'est tout à fait antinomique. C'est 2 facteurs qui sont différents l'un de l'autre. D'abord, il y a une part de responsabilité individuelle. Quand on sait qu'on gagne tel revenu, il faut faire attention, il faut en mettre de côté, il faut être prudent. Tout le monde le répète et les gens qui ont un conseiller financier se le font dire aussi. Par contre, il y a aussi une partie où on compte un peu sur la croissance économique. Est-ce qu'on va avoir de bonnes hausses de salaire, par exemple? Et est-ce que le gouvernement va nous les laisser, ces hausses de salaire? Là, c'est davantage la question du pouvoir d'achat où le gouvernement a aussi une responsabilité. Monsieur Fortier? Oui, bien, je poursuis un peu sur certains de ces éléments-là. Bon, c'est pas nécessairement surprenant quand on travaille un petit peu dans ce domaine-là. On le voit venir depuis quelques années. L'endettement augmente. Et aussi, une chose qu'on voit beaucoup, c'est des inégalités à l'intérieur du revenu de travail. On remarque depuis 1997 que, par exemple, les cadres ont eu une augmentation d'à peu près 1,6 de leur salaire, tandis que pour les restes des employés, c'est à peu près 0,2, 0,6 d'augmentation annuellement. Donc, il y a des écarts qui se creusent dans la société, à l'intérieur même du marché du travail, et ces écarts-là font en sorte que les personnes qui sont dans le bas de l'échelle ou même dans le milieu de l'échelle ou qui sont salariés sans être cadres se retrouvent avec des augmentations qui sont souvent moins grandes que l'inflation, ce qui fait en sorte qu'ils sont pris, d'une certaine manière, à d'obliger d'aller chercher dans le crédit pour pouvoir même au-delà de la dimension plus personnelle, de juste pouvoir continuer d'acheter leur épicerie, des trucs comme ça, d'avoir accès au crédit. Puis ça, on voit une augmentation de l'accès au crédit sur la carte de crédit, pas juste pour les hypothèques, puis où on va contracter peut-être un actif. Donc, il y a une augmentation sur la carte de crédit qui est due en partie à la dimension du marché. Ça, oui, c'est un point sur lequel j'aimerais revenir un peu plus tard, l'écart l'écart, s'il y a un écart et s'il s'agrandit entre les riches et les pauvres. Mais pour revenir aux causes globales, à cette étude qui a été publiée aujourd'hui, bon, vous parlez, M. Chassin, d'une perte du pouvoir d'achat des Québécois. Qu'est-ce que ça signifie pour une personne et pour une économie? Oui, exact. Donc, en fait, pour donner une image qu'est-ce que vous constatez simple, et qu'est-ce que ça... C'est ça, exactement. Donc, pour donner une image simple, quand on reçoit aux 2 semaines notre chèque de paye, on a notre revenu brut, il y a des retenues à la source et il y a finalement notre revenu net qui nous est versé, qu'on a dans nos poches. Et c'est ça le pouvoir d'achat, c'est ça qui est disponible pour la consommation ou pour l'épargne, pour rembourser nos dettes aussi, le cas échéant. Et c'est ça le problème qu'on constate, c'est que le gouvernement, pour revenir à l'équilibre budgétaire, a augmenté le poids de la fiscalité, notamment l'impôt sur le revenu, les cotisations. Et en bout de ligne, ce qu'on observe des données de l'Institut de la statistique du Québec, c'est qu'en 2013, pour la première fois, le revenu disponible n'a pas augmenté suffisamment pour couvrir l'inflation.
Donc, en moyenne, il peut y avoir des différences entre groupes, mais en moyenne, tout le monde se retrouve un peu dans le même bateau où on a moins de pouvoir d'achat au Québec. Et ça s'explique en grande partie par ce fardeau fiscal qui continuellement augmente. Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on en laisse moins dans la poche des contribuables. Au net. Au net pour stimuler l'économie. Et c'est aussi le résultat. Donc, c'est à la fois disons, la cause d'une économie plus faible dans les années à venir et c'est à la fois le résultat d'une économie plus faible depuis les 10 dernières années. C'est un peu le portrait qu'on a tracé où le Québec a vraiment une croissance économique plus faible que la moyenne canadienne. Monsieur Fortier, êtes-vous d'accord avec les chiffres de l'Institut? Je suis d'accord avec certains éléments. Disons que l'analyse n'est pas exactement la même. Je mettrais beaucoup plus l'emphase. En fait, c'est sûr que le revenu disponible baisse. Ça, c'est une statistique. C'est une statistique. On la prend pour acquis. Sauf que quelles sont les causes de cette baisse-là? C'est là peut-être que je diverge un peu de M. Chassin. C'est pour ça qu'on vous a invité. C'est ça, oui. En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que la stratégie du gouvernement dans les dernières années, ça a été beaucoup d'augmenter les taxes et les tarifs et de baisser en partie les impôts. Depuis 2000, les impôts ont baissé, à part pour les personnes les plus riches où le gouvernement québécois a ajouté un palier d'imposition. Ce qui fait en sorte que ça peut donner l'impression qu'on paye plus d'impôts, mais pour la majorité des gens, depuis 2000, on a perdu ce qu'on appelle le taux effectif, donc le taux d'imposition qu'on a réellement payé, entre 5 et 10 pour ceux qui gagnent la moyenne. Donc, c'est plus que 50 de la population. Eux ont vu leur taux effectif, donc l'impôt véritablement payé, diminuer. Sauf que de l'autre côté, on a vu des taxes augmenter, des tarifs augmenter. Mais ça, on ne le voit pas dans le revenu disponible. C'est quelque chose qui va être calculé après. Fait que la dimension de la logique fiscale qui est en train d'être mise en place, on ne la voit pas dans le revenu disponible et ça risque de toucher encore plus les personnes qui sont en bas de l'échelle, nonobstant, certains crédits d'impôt qui sont mis en place, mais mettons la classe moyenne basse. Avec la nouvelle stratégie fiscale qui est mise de l'avant pour le gouvernement pour stabiliser son budget, on risque de toucher plus les familles, justement, puis des familles qui ont accès à du crédit. Et s'ils veulent soit continuer ou, par nécessité, avoir le même rythme de vie, il va falloir qu'ils passent par le crédit. Ils n'auront pas le choix parce que on leur donne pas nécessairement plus d'argent parce que ce qu'on fait, c'est qu'on baisse les impôts, on augmente les tarifs. Donc, c'est à coup nul pour le gouvernement. Mais la répartition puis ce qui est demandé comme effort fiscal est beaucoup plus grand pour la classe moyenne que pour les deux extrémités de la population. Vous semblez opiner, oui, parce que vous dites aussi qu'on a atteint le point de rupture, un point de rupture, oui. Parce que, et donc, le calcul du revenu disponible dont on parle, qui est une bonne mesure du pouvoir d'achat, effectivement, il ne prend pas en compte toute une partie de la fiscalité qui, dans le fond, a lieu après. Donc, les tarifs, les taxes de vente. Les taxes de vente, finalement, on les paie à la consommation. Qui sont, elles, discrétionnaires. Puis, évidemment, c'est ça, on peut consommer moins si on veut en payer moins. Hein? C'est un petit peu l'effet, mais néanmoins, on finit par en payer. Et toute cette partie de la fiscalité se rajoute. Autrement dit, finalement, le portrait est peut-être un peu pire que celui qu'on dresse, parce qu'il y a une partie de fiscalité qui a beaucoup augmenté, qui n'est même pas prise en compte là, dans ce qu'on dit aujourd'hui. Et je vous lance justement, là, c'est cette phrase dans l'étude, puis ça revient justement au point de rupture que vous mentionnez tous les deux. Vous dites que la lourdeur fiscale a un effet négatif sur la croissance économique du Québec. On le sait, c'est important. Tout le monde est à peu près d'accord. Il faut des finances publiques saines. On ne peut pas trop s'endetter, que ce soit comme individu ou comme société. Mais jusqu'à quand l'austérité va-t-elle trop loin? On a vu des études divergentes. On a vu des grands économistes de Harvard se tromper parce qu'ils ont mis les mauvaises données dans leur modèle. Je vous le demande, ça devient mêlant. Là. Même les plus grands se mêlent. Peut-être qu'on ne résoudra pas ça aujourd'hui, mais écoutez, on va essayer. Bien, en fait, essentiellement, c'est une grosse question. Je pense qu'on s'entend. Mais c'est ça, exact. C'est une bonne question parce qu'on s'entend sur l'objectif. On sait qu'on ne peut pas éternellement faire des déficits. Maintenant, la question, c'est à quelle vitesse revenir à l'équilibre budgétaire. Là, si on tient le cap, parce que c'est pas encore fait, mais si on tient le cap et qu'on revient à l'équilibre budgétaire dans l'année courante, on va être revenu à l'équilibre budgétaire 6 ans après la récession. Ce qui n'est pas particulièrement rapide, mais bon, il y a encore des gens qui voudraient étendre cette période-là. Mais si vous la dites... réponse, c'est ça, mais la réponse, quant à moi, elle est un peu dans l'histoire. Il faut apprendre des leçons du passé. Ouais. Dans les 40 dernières années, le budget a été équilibré ou en surplus 6 fois.
Donc, il y a toujours des bonnes raisons pour remettre à demain l'équilibre budgétaire, pour satisfaire un groupe ou un autre, pour augmenter les dépenses ou donner des bonifications salariales à la fonction publique. Il y a toujours de bonnes raisons pour repousser l'atteinte de l'équilibre budgétaire, mais on doit y arriver, notamment pour éventuellement diminuer notre endettement collectif. Hein? On parlait des endettements, de l'endettement des ménages, notre endettement collectif de l'État, et pour réduire la fiscalité qui est la plus lourde au Québec, en Amérique du Nord. Donc, on veut arriver éventuellement à une certaine récompense, là, à un objet plus positif. Monsieur Fortier? Bien, en fait, un des problèmes qui arrive avec la dernière crise, c'est que la reprise économique ne s'est pas faite aussi rapidement que dans les autres crises. Il faut apprendre du passé. Il y a eu une certaine stagnation. Et ce que le gouvernement a décidé de mettre en place, une austérité extrêmement rapide, peut avoir de l'impact sur le développement économique. C'était, par exemple, les sorties de M. Fortin, qui disait que l'atteinte de l'équilibre budgétaire trop rapide pourrait générer un ralentissement économique et créer un ralentissement économique génère moins de revenus pour l'État et génère aussi moins de revenus pour les citoyens. Donc, 6 ans, c'est trop rapide, selon vous? Bien, quand on se retrouve avec... il faut savoir avec... c'est pas une question de temps, beaucoup plus qu'une dimension de conjoncture économique. Ça a pris du temps avec les États-Unis se relève et le Québec a une relation nord-sud au niveau de son économie. On pourrait, dans les solutions, on pourrait réfléchir aussi si c'est pas un des problèmes d'avoir pratiquement simplement un seul partenaire commercial qui sont les États-Unis. Ça a pris que les États-Unis se remettent en place pour que le Québec reparte. Donc, la reprise économique, elle n'est pas simplement due à ce que le Québec a voulu faire, mais est due en partie à la baisse du pétrole en Alberta. Mais ça, c'est connu, ça. C'est ça. Cette dimension-là est connue, mais on a quand même voulu faire l'austérité hyper rapidement malgré tout ça et de prendre le temps de lire la reprise économique et de travailler la reprise économique plutôt que de travailler l'équilibre budgétaire de façon quasi dogmatique. Et je vous lance aussi ces chiffres-là, puis je veux vous entendre là-dessus. Lourdeur fiscale versus croissance économique, puis on pourra en discuter. La lourdeur fiscale du Québec. Bon, pour 10 ans, de 2003 à 2013, le Québec avait une lourdeur fiscale de 21,9 qui est haussée à 24,5 Le Canada est passé de 16,1 et a diminué à 14,4 Donc, la croissance économique pour le Québec, 3,4 en 10 ans en moyenne. Le Canada, 4,3. Mais, par contre, l'Ontario a fait moins bien que nous, qui est généralement notre comparable. Donc, ma question pour ce qui est de la lourdeur fiscale, est-ce qu'on peut tout mettre ça sur le dos d'un plus grand filet social? Généralement, c'est ce que les gens, un certain groupe d'experts disent. Écoutez, on a une plus grosse lourdeur fiscale parce qu'on a plus de services. Et pour ce qui est de la croissance économique, est-ce qu'on peut, en fait, se rassurer en se disant, bien, l'Ontario a fait pire et il y a la distorsion qui vient de l'Alberta? Il y a effectivement l'aspect des services sociaux plus important au Québec, dans le sens où, depuis 2003, on a continuellement bonifié certains programmes. Donc, on a dépensé plus rapidement. Le rythme, dans le fond, d'augmentation des dépenses était plus rapide que la croissance économique. Alors, évidemment, ça exige quelque part un choix. Là. Si on dépense davantage, il faut financer ces dépenses, soit par l'endettement, soit par davantage de fiscalité. C'est ce qu'on observe un peu au Québec, alors qu'au Canada, pour le gouvernement fédéral, à tout le monde, on n'a pas fait le même choix. Ce qui fait finalement que ça profite un peu à tout le monde. Hein? On augmente le pouvoir d'achat de tous les Canadiens. Mais au Québec, le gouvernement du Québec, finalement, a récupéré une partie de l'espace fiscal libéré par le gouvernement fédéral, ce qui crée un peu la situation actuelle. Et quant à moi, qui a tout à fait un impact sur l'économie, qui n'a pas l'air majeur, hein? 3,4 versus 4,3 c'est même pas un point d'écart. Pourtant, sur 10 ans, ça fait une énorme différence, puisque si le Québec avait suivi la moyenne canadienne, on aurait un PIB de 32 milliards plus élevé aujourd'hui. Alors, ça a quand même un impact. Monsieur Fortier, là-dessus? Bien, en fait, il faut savoir qu'avec le reste du Canada, évidemment, l'Alberta a joué beaucoup avec son développement. L'effet de distorsion. L'effet de distorsion. Et là, on voit présentement que l'Alberta a fallu qu'il fasse un déficit dans son dernier budget, justement parce qu'il a peut-être un petit peu trop misé sur les baisses d'impôts, sur le dynamisme du pétrole et d'une économie qui est basée sur juste une chose. Et ils ont dépensé beaucoup. Hein? Ils se sont gâtés. Oui, absolument. C'est ça. Là, ils n'ont pas eu le choix. Donc, il y a quelque chose qu'il ne faut pas non plus penser que à la fois que si l'économie va bien ou qu'il faut baisser l'impôt pour accélérer, je pense qu'il faut y aller de manière prudente et qu'il n'y a pas nécessairement de cause à effet entre la fiscalité et le dynamisme économique. Il y a beaucoup trop de facteurs qui sont
à l'extérieur de ça, à l'extérieur du... L'État est un acteur économique, mais il n'est probablement pas l'acteur économique le plus important dans nos sociétés contemporaines. Dans nos sociétés, aujourd'hui, c'est l'entreprise privée. Et la place de l'entreprise privée, on voit des baisses d'investissement incroyables et qui ne sont pas nécessairement dues au rapport à la fiscalité. En particulier, si on regarde dans le reste du Canada, il y a beaucoup d'argent, disons, un petit peu dormant dans des coffres qu'on n'offre pas, par exemple, aux actionnaires, qu'on ne réinvestit pas. Et le gouvernement fédéral a baissé de beaucoup les impôts des entreprises depuis 20 ans. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas le réinvestissement qu'on s'attendait. Donc, théoriquement, de l'impôt bas devrait faire de l'investissement, mais en empirie, on ne le voit pas nécessairement. Il y aurait presque le tiers du PIB canadien qui ne serait pas réinvesti. Il y a en fait quand même une nuance, c'est-à-dire que vous avez raison, il y a d'autres facteurs ils se sont fait que la taper fiscalité. sur les doigts, les entreprises, par la Banque du Canada elle-même, par le Jim Flaherty. C'est rare, là, c'était des sorties, on peut le dire, historiques. Mais il y a un peu deux éléments ici, parce qu'il y a effectivement d'autres facteurs qui influencent la croissance économique. Il n'y a pas que la fiscalité, effectivement. Et évidemment, toute chose étant égale par ailleurs, c'est une phrase d'économiste. Hein? Si on regarde que la relation C'est ça, exactement. Si on regarde que la relation de la fiscalité par rapport à la croissance économique, il y a une relation claire. La littérature économique là-dessus, elle est sans faille. Par contre, pour les entreprises, il y a effectivement des explications à aller chercher. Hein. Pourquoi est-ce qu'on garde des réserves de liquidité comme ça? Pourquoi ce n'est pas arrivé? Parce que c'était... Et c'est resté, l'argent est resté là. Donc, il y a différentes hypothèses, mais évidemment, avec des taux d'intérêt et des rendements très bas, on n'a pas nécessairement un intérêt immédiat à l'investir. Le coût, dans le fond, le rendement dont on se passe, il est relativement faible. Et il y a un effet un peu de, d'affrontement. Hein? Si l'autre se monte une réserve, on se dit, peut-être qu'il va y avoir des fusions-acquisitions dans mon secteur, c'est un concurrent, donc je vais moi aussi me monter des réserves pour pouvoir répliquer éventuellement. Il peut y avoir différentes stratégies d'affaires. Et là, évidemment, ça demande davantage de recherche. Là, on n'a pas toutes les réponses. Mais ça a été un écueil parce qu'il y a une base de la théorie en économique. C'est un jeu auquel tout le monde... en fait, on joue selon certaines règles et si quelqu'un décide de passer outre la règle, un peu le système déraille. C'est ce qui est arrivé un peu. Bien, en fait, je peux comprendre que la façon que les personnes vont investir puis de voir comment que les autres agissent, évidemment, on va essayer de reproduire pour se protéger. Ça, je suis parfaitement d'accord. Par contre, c'était The Economist qui avait sorti le palmarès des pays qui avaient le plus d'argent dormant d'une certaine manière. Je crois que le Canada arrivait 4e. Et Canada 4e? 4e, en termes de pourcentage du PIB. Je veux revenir là-dessus parce que on s'en va à la pause, mais on revient avec ce palmarès et avec des solutions. On va aller out of the box. Restez avec nous. Cette émission est présentée par iShares de BlackRock. Des fonds économiques pour le cœur de votre portefeuille. iShares de BlackRock. Gestionnaire de placement auquel les investisseurs du monde entier confient le plus d'argent. Vendredi. J'aime Acro Army. Vous êtes des acrobates hors pair. Du talent à revendre. Maintenant le vendredi 19h. Tueur à gages hors pair. Lui, le mentor. T'aurais grand besoin d'un ami. L'autre, l'apprenti. À deux, ils ne font qu'un. Économisez vos forces. C'est moi qui pars à vos trousses. Jason Statham, dans le mécano, à film de gars, vendredi 20h. Une présentation de Génacol Optimum. En primeur. Tu es mon grand frère et tu m'as laissé tomber. Ils se retrouvent après plusieurs années. Mais
pour s'affronter. Le plus grand méga spectacle des arts martiaux de toute l'histoire. 5 millions de dollars. C'est sans précédent. C'est pas ton frère, d'accord? Guerrier. Samedi 21h. Ça fait des heures que Megha la cherche. On a été partout, mais personne n'a vu. Elle a besoin de toi. On fonce! Léon! Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Chicago Fire, caserne 51, mardi 20h. Denis Lévesque, en semaine, 19h. Sur LCN. On revient à la une, on discute des finances publiques des Québécois, en fait, de leur lourd taux, en fait, le poids fiscal qui s'abat sur eux, les conséquences sur l'économie québécoise, sur leur pouvoir d'achat. Bon, on discutait avec vous, M. Fortier, avant, du rôle que jouent les entreprises pour essayer d'assainir les finances publiques. Et malheureusement, malgré les ponctions fiscales à la baisse qu'on a fait du côté des entreprises, elles n'ont pas redistribué autant qu'on aurait voulu. Et parlez-nous de cette liste-là de pays. Oui, en fait, c'était The Economist qui sortait, disons, la liste avec le pourcentage du PIB qui était dans les grandes entreprises. Et ce que The Economist disait, c'était que, je vais de mémoire, je crois que c'est 15 ou 16 du PIB était probablement le maximum qu'on pouvait avoir, qui était normal, en fait, que d'avoir comme coussin d'un coup, justement, des acquisitions qui pouvaient avoir lieu dans ces différents domaines. Et ce qu'on se rend compte au Québec, puis, au Canada, au Québec, c'est plus difficile d'avoir les données. Qu'est-ce qui appartient au Québec ou au Canada, parce qu'on fait encore partie du Canada. C'est à peu près 32 %. Donc, c'est le double. Oula. Donc, il y a quelque chose à se questionner sur, justement, tu sais, des économistes, c'était pas comme le regroupement, disons, le plus de gauche qui peut exister. Il y a une réflexion très critique à partir de cette dimension-là de personnes qui proviennent justement du domaine économique. Je pense qu'il faut peut-être au moins l'écouter, au moins de voir qu'est-ce qu'il y a et de voir qu'est-ce qui a engendré ça pour le Canada et comment on pourrait aussi empêcher que ça se reproduise. Et là, peut-être qu'on pourrait réfléchir en dehors justement de la boîte, mais c'est à savoir comment on peut le faire. Je pense que ça demeure extrêmement difficile à faire. Parce qu'il y a à la fois, finalement, l'élément d'explication. Hein? On n'a pas toutes les réponses encore. Puis il y a, est-ce que, dans le fond, on doit dire aux entreprises comment dépenser leur propre argent? Parce que on s'entend, là, c'est pas de l'argent qu'elles ont volé, c'est leur propre revenu qu'elles engrangent. On est d'accord. Et là, évidemment, est-ce qu'on demande à l'État de dire aux entreprises comment faire des affaires? Moi, je pense qu'en général, les entreprises doivent faire des affaires et l'État doit faire ses affaires et non pas se mêler des affaires des autres, idéalement. Donc, je pense que dans la perspective de l'avenir, hein, comment régler le problème de l'endettement de l'État, des revenus de l'État, là, il y a un peu, à la limite, à l'image des ménages, il y a aussi cette réflexion de dire, bien, il faut apprendre à vivre selon ses moyens. Pour les ménages, il y a une part de responsabilité individuelle. Il faut faire des choix selon ses revenus et l'État doit le faire aussi. Écoutez, au Québec, on a une fiscalité qui est lourde, qui donne à l'État les moyens de beaucoup d'ambitions, mais pas de toutes les ambitions. On ne peut pas répondre à tous les besoins. Il faut choisir ce qui est prioritaire. On ne le sent pas encore à l'heure actuelle. Je termine là-dessus rapidement parce qu'on en discutait devant la pause, puis une minute chacun. Vous parliez que l'État ne devait pas se mêler des affaires des entreprises, mais l'entreprise demande à l'État de se mêler des siennes quand ils perdent de l'argent. C'est l'État qui a sauvé les grandes banques américaines. Donc, pourquoi la réciproque ne serait pas vraie quand ça va bien? Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est les contribuables qui ont payé le prix de la crise. C'est pas les grandes banques. Alors, il y a cette taxe Tobin qui va entrer en fonction en Europe en 2016 sur les transactions financières. Une société, ce n'est jamais un produit fini. Un système politique, ce n'est jamais un produit fini. Il y a toujours des améliorations. Pourquoi pas une taxe Tobin ici au Canada, au Québec? Bien, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai vraiment réfléchi. Là. On en réfléchit peut-être à haute voix ici. Mais il y a quand même peut-être un problème de la façon qu'on traite les types de revenus au Québec.
je pense qu'on traite différemment un revenu de capital que d'un revenu de travail. Puis ça, pour moi, pour deux personnes qui travaillent, bien, deux personnes qui ont le même revenu, on crée des disparités à l'intérieur même. Deux personnes qui gagnent 70 000, dépendamment de la source de revenus, je pense que là, il y a un problème au niveau même de la fiscalité, même pas juste des entreprises, juste des individus. Puis après ça, on peut réfléchir aussi celle des entreprises, au niveau du capital, puis au niveau des subventions qui sont offertes aussi aux entreprises de Québec, qui est quand même champion dans tout ça. Ah oui, on a fait beaucoup de reportages là-dessus. Vous devez être d'accord pour ça. Et là-dessus, on est oui. d'accord. On donne beaucoup de subventions. La taxe Tobin, évidemment, bien, c'est d'idéalement taxer les transactions financières, mais c'est mondialisé, donc il faut que tout le monde l'applique. C'est une difficulté. Puis c'est une taxe, hein? Donc les entreprises elles-mêmes, est-ce qu'elles paient vraiment de l'impôt? Non. La taxe foncière, c'est pas ma maison qui la paie, c'est pas mon condo, c'est moi. Donc évidemment, l'entreprise va passer ce coût-là quelque part. Peut-être au contribuable. Et ça pose un autre problème. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez, pour une prochaine émission, La Solution Miracle, merci, messieurs. Ce fut extrêmement intéressant. Merci, au revoir. Merci.